Sous les domaines fastueux de Pablo Escobar reposaient des coffres-forts hermétiques, conçus pour protéger bien plus que de l'argent. Pendant des décennies, leur existence n'a été qu'un murmure, perdu entre rumeurs et peurs. Aujourd'hui, je peux vous l'annoncer, quelque chose a bel et bien été découvert. L'un d'eux a enfin été ouvert. À l'intérieur, les enquêteurs ont mis au jour des armes, des registres et des indices sur un empire caché. Mais qu'est-ce qui sommeille encore dans ce labyrinthe obscur de pouvoir et de paranoïa? Rejoignez-nous alors que nous pénétrons dans le coffre-fort secret d'Escobar. L'empire de richesse d'Escobar. L'empire criminel de Pablo Escobar n'a pas commencé avec la fortune ou l'influence, mais avec de petits délits dans les rues de Medellín. Adolescent, il avait compris que désespoir et opportunité pouvaient se tordre en profit. Il dérobait des pierres tombales dans les cimetières, en effaçait les noms au jet de sable, puis les revendait à des acheteurs naïfs. Il passe au vol de voitures, à l'extorsion et à la violence des gangs. Ces crimes prirent de l'ampleur avec une efficacité glaciale. Au début des années 1970, il ordonnait des enlèvements contre rançon, éliminant parfois les victimes même après le paiement. En 1971, lorsque l'homme d'affaires Diego Echavarria fut enlevé et exécuté, le groupe d'Escobar repartit avec 50 000 $ et une réputation de cruauté qui se répandit vite dans toute la Colombie. Cette ambition implacable croisa l'occasion quand Escobar découvrit la cocaïne. Les routes de contrebande s'ouvraient et Escobar pressentit le pouvoir de ce commerce. Cette même année, il fut surpris en train de transporter 39 kilos cachés dans un pneu. Mais son arrestation ne fit que confirmer sa conviction. L'argent pouvait effacer les problèmes et la violence pouvait effacer ceux qui se dressaient sur son chemin. Il corrompit son passage hors de prison et l'officier qui l'avait arrêté fut bientôt abattu. Dès lors, Escobar régna selon un credo simple. Plata o plomo, autrement dit, l'argent ou le plomb. Plata o plomo. Ustedes eligen. Prends le pot de vin ou prends la balle. La corruption lui acheta bien plus que la liberté. Elle lui ouvrit l'influence. Escobar versa des millions dans l'arène politique colombienne, les distribuant au parti conservateur et libéral pour s'assurer des alliés loyaux. En avril 1978, il assista à une réunion avec d'autres trafiquants dans une ferme reculée, un rassemblement qui marqua la véritable naissance du cartel de Medellín. En quelques mois, leur réseau combiné expédiait près de 19 000 kilos de cocaïne aux États-Unis. La demande était insatiable, et Escobar eut la vision d'en profiter à une échelle inédite. L'expansion fut fulgurante. Aux côtés de son partenaire Carlos Leder, Escobar transforma Norman's Cay, aux Bahamas, en une forteresse de contrebande. L'île possédait une piste d'atterrissage privée, un quai pour les cargaisons et des entrepôts frigorifiques où la cocaïne attendait de déferler sur le marché américain. Les profits de cette seule opération dépassèrent tout ce qu'Escobar avait jamais imaginé. Avec l'argent affluant plus vite qu'il ne pouvait le compter, Escobar entreprit de remodeler son univers. Dans l'Antioquia, il fit bâtir l'Hacienda Nápoles, un domaine de 7000 acres alliant extravagance et menace. La propriété comprenait un manoir colonial, des lacs artificiels, un zoo privé peuplé de girafes, d'éléphants et d'hippopotames, et même des statues de dinosaures grandeur nature dominant les jardins. Pour Escobar, ce n'était pas seulement une maison, c'était une scène où exhibait sa domination. Tandis que son empire grandissait, Escobar façonna avec soin une double identité. Pour les pauvres de Medellín, il se posait en bienfaiteur. Il finançait des logements, des écoles, des hôpitaux, des parcs et des terrains de football. Pour beaucoup, il devint le Robin des Bois païsa, le hors-la-loi qui redistribuait à la communauté tout en la régnant par la peur. Son image publique s'avéra assez puissante pour le porter en politique. En 1982, il entra au Congrès comme suppléant du Parti libéral, obtenant l'immunité parlementaire et un passeport lui permettant de voyager librement. Officiellement, il prétendait que sa richesse venait d'une entreprise de location de vélos lancée à l'adolescence. En secret, ces milliards provenaient déjà de la cocaïne. Mais la politique le rendit vulnérable. Le ministre de la Justice, Rodrigo Lara Bonilla, enquêta sur son passé et le désigna pour ce qu'il était vraiment, un trafiquant de drogue.
Le chef libéral, Luis Carlos Galán, l'expulsa du parti. En janvier 1984, Escobar se retira de la politique et 3 mois plus tard, Lara Bonilla fut assassiné. Le coup fit taire son critique, mais cimenta aussi l'image d'Escobar, un homme prêt à éliminer quiconque s'opposait à lui. Sa guerre se tourna bientôt contre le système judiciaire colombien. Les juges étaient achetés, menacés ou exécutés. Escobar exigeait une condition pour sa reddition: aucune extradition vers les États-Unis. Face au refus, il finança Los Extraditables, un réseau voué à combattre l'extradition par les bombes et les balles. En novembre 1985, des guérilleros prirent d'assaut le palais de justice, tuant plus de la moitié des juges de la Cour suprême du pays. Bien que l'implication directe d'Escobar n'ait jamais été prouvée, le soupçon resta collé à son nom. La Cour suprême de Colombie invalida le traité d'extradition. Mais le répit fut de courte durée. Le président suivant le rétablit avec Washington. Escobar répliqua en s'attaquant à la politique elle-même. Le 18 août 1989, Luis Carlos Galán, le même chef qui l'avait exclu, fut assassiné sur ses ordres. Quelques semaines plus tard, Escobar fit exploser le vol 203 d'Avianca dans une tentative d'éliminer le successeur de Galán, César Gaviria. Gaviria manqua le vol, mais les 107 passagers périrent, dont 2 Américains. L'attentat marqua un tournant. La mort de citoyens américains entraîna Washington dans une guerre ouverte contre Escobar. À la fin des années 1980, son empire atteignait des sommets inimaginables. Le cartel de Medellín fournissait près de 80% du marché mondial. Plus de 15 tonnes entraient chaque jour aux États-Unis, transportées par des flottes d'avions, de bateaux et même de sous-marins. Escobar était devenu le roi incontesté de la cocaïne. Mais avec cette couronne venait une fortune d'une ampleur rarement vue. Au sommet de sa puissance, le cartel encaissait environ 420 millions de dollars par semaine. Sa richesse personnelle oscillait entre 30 et 60 milliards de dollars, soit près de 80 milliards actuels. En 1987, le magazine Forbes le désigna comme l'un des hommes les plus riches du monde, évaluant sa fortune à 3 milliards et le maintenant 7 ans de suite dans la liste des milliardaires. Cette richesse se reflétait dans ses propriétés, ses luxes et ses jeux de pouvoir. L'Hacienda Nápoles restait son joyau, un mélange étrange de domaines de luxe et de parcs à thème surréalistes. À Medellín, Escobar fit ériger le bâtiment Monaco, une forteresse de 8 étages pour sa famille, avec piscine, cours de tennis, garage sécurisé et salle de panique. À Guatapé, il bâtit la Manuela, un manoir au bord du lac, baptisé du prénom de sa fille, conçu pour des fêtes fastueuses et des retraites familiales. Dans les Caraïbes, il s'appropria un coin d'Isla Grande, où un manoir aux fenêtres blindées, doté d'une piste d'hélicoptère et d'une piscine, devint son refuge. Sa fortune dépassait l'immobilier. Escobar était un collectionneur obsessionnel d'automobiles, remplissant des garages de modèles rares et extravagants. Il possédait une Porsche 911 Carrera 3.0 RSR, pilotée autrefois par le champion de F1 Emerson Fittipaldi, une Cadillac V8 Town Sedan copiée sur celle d'Al Capone, et l'un de ses premiers véhicules de cartel, une Wartburg 311 bleue. Sa flotte comptait aussi de robustes Toyota Land Cruiser, surnommés Narcoyota, pour leur usage dans les opérations, ainsi que de rares Porsche 356A, une Harley Davidson ayant appartenu à Frank Sinatra, et même le jet ski du film de James Bond, L'espion qu'il aimait. Beaucoup de ces véhicules furent ensuite détruits dans des attentats à la voiture piégée ou saisis par les autorités, leurs carcasses calcinées exposées à l'Hacienda Nápoles comme d'étranges reliques de son extravagance. Tellement vaste était le pouvoir financier d'Escobar qu'il proposa un jour de payer l'intégralité de la dette nationale colombienne de 10 milliards de dollars en échange d'une garantie contre l'extradition, une offre qui illustrait à la fois l'ampleur ahurissante de sa fortune et le désespoir d'un homme conscient que l'argent seul ne pouvait plus le protéger de la justice. Les milliards d'Escobar affluaient en torrents si massifs qu'ils devinrent un cauchemar logistique. L'argent arrivait trop vite pour être dépensé, blanchi ou déposé en banque. À la place, les billets s'entassaient dans des entrepôts, derrière des murs, sous des champs ou dans des coffres souterrains. Son frère Roberto, comptable du cartel, avoua plus tard que près de 10% de ce cash, soit plus de 2 milliards par an, étaient perdus à cause des rats, de la moisissure
et de l'humidité. Un gaspillage qui ne représentait qu'une broutille face à l'ampleur de la fortune. Les solutions, elles, frisaient l'absurde. Le cartel dépensait près de 2500 $ par mois rien qu'en élastique, simplement pour maintenir les piles de billets. Un jour, alors qu'il se cachait, Escobar brûla 2 millions de $ pour réchauffer sa fille durant une nuit glaciale. L'argent était devenu si abondant qu'il servait de combustible, de petits bois ou même d'ordures. Les planques du cartel faisaient office de coffre-fort. Derrière des murs de béton, des fortunes s'empilaient du sol au plafond. Des fermes de l'Antioquia abritaient des barils de billets scellés, dont beaucoup restent encore enfouis des décennies plus tard. Certaines caches mêlaient argent, armes, registres et preuves de l'ampleur du cartel. Des rumeurs circulaient sur des tunnels, des chambres de torture déguisées en entrepôts et des passages secrets protégés par des portes dissimulées. Peu importait qu'elles soient vraies, la légende de la richesse cachée d'Escobar grandissait au point de le dépasser lui-même. La paranoïa d'Escobar nourrissait son obsession de dissimulation. Il ne faisait confiance ni aux banques, ni aux comptables, et à peine à quelques proches. L'argent était enterré, pas comptabilisé. Les registres étaient consignés dans des cahiers secrets, jamais dans des livres traçables. Chaque coffre représentait à la fois une assurance de survie et un symbole de peur. Preuve qu'une fortune n'avait de valeur que si elle pouvait être protégée des rivaux, de l'État ou de la trahison. Malgré tout son pouvoir, Escobar ne put empêcher l'effondrement de son empire. Quand il fut abattu, la Colombie exulta de soulagement. Mais alors même que les autorités célébraient sa mort, un nouveau mystère s'ouvrait. Qu'était-il advenu des milliards qu'Escobar avait dissimulés? La découverte des coffres-forts secrets. L'empire d'Escobar commença à révéler ses strates cachées bien avant sa chute. Au début des années 1980, couraient déjà des rumeurs de caches disséminées en Colombie et au-delà. Escobar lui-même alimenta l'intrigue en achetant un manoir rose pastel sur North Bay Road à Miami Beach. Cette villa de 4 chambres au bord de l'eau, avec accès direct à Biscayne Bay, devint notoire auprès des habitants, qui la soupçonnaient d'être à la fois refuge et dépôt du cartel. Au milieu des années 1980, les autorités américaines saisirent le manoir, convaincus qu'il renfermait des coffres dans ses murs et fondations. La traque s'intensifia, alors que le pouvoir d'Escobar déclinait au début des années 1990. Policiers et soldats fouillèrent ses propriétés, éventrant les murs et creusant les sols. À l'Hacienda Napol, son vaste domaine, ils découvrirent des coffres souterrains. Pourtant, malgré l'ampleur des perquisitions, seuls des fragments de fortune réapparurent. Après sa mort, sa veuve et ses enfants furent en Argentine, affirmant n'avoir rien emporté. Son fils, aujourd'hui connu sous le nom de Sebastián Marroquín, écrivit plus tard sur l'empire de son père, mais soutint que la famille n'avait jamais touché aux milliards jadis sous son contrôle. En 2016, la villa de Miami d'Escobar refit surface dans l'actualité. Quand les nouveaux propriétaires, Christian de Berdouar et Jennifer Valopi la firent raser, les ouvriers mirent au jour de lourds coffres en béton scellés dans les fondations. L'un disparut avant expertise, alimentant les rumeurs de vol. Un autre fut transporté sous escorte armée dans une banque de Floride. Plus tard, un cylindre métallique scellé fut trouvé sous la cuisinière, mais il était vide. La recherche attira l'attention internationale en 2017, lorsque Discovery lança Finding Escobar's Millions. Les ex-agents de la CIA Doug Laux et Ben Smith ratissèrent la Colombie avec drones, radars pénétrants et détecteurs de métaux. Ils inspectèrent des haciendas et des terres agricoles, allant jusqu'à exhumer un coffre qui, finalement, ne contenait rien. La série révéla la sophistication des méthodes d'Escobar. Coffres doublés de plomb, caches dissimulées dans les murs, bunkers de béton armés. Les enquêteurs explorèrent aussi la dimension humaine. Sous couverture de cinéastes, ils interrogèrent des survivants du cartel et des proches. Sa sœur, Luz Maria, évoqua ses tentatives d'expiation, déposant des lettres sur les tombes des victimes. Ils rencontrèrent aussi John Jairo Velasquez, alias Popeye, qui admit avoir ordonné plus de 3000 assassinats, et Juan Esteban, dit le Scorpion, qui affirma qu'une quantité vertigineuse d'argent restait encore enfouie à Medellín. Leur recherche n'était pas sans danger. Doug Laux la compara à donner un coup de pied dans un nid de frelons, notant que même des années plus tard, la violence entourait encore l'héritage d'Escobar. La légende fut ranimée en 2020, quand son neveu Nicolas déclara avoir trouvé 18 millions de dollars dans l'une des anciennes maisons de Medellín. Il affirma qu'une vision l'avait guidé jusqu'à l'endroit, où il découvrit des liasses de billets emballés dans du plastique, avec un stylo en or,
une machine à écrire et un téléphone satellite. La plupart de l'argent avait pourri, détruit par l'humidité. Nicolas admit avoir trouvé d'autres caches auparavant, mais refusa d'en livrer les détails. Au fil des décennies, la presse colombienne publia des photos de trouvailles authentiques. 4 millions en barils en 1989, 25 millions avec lingots d'or en 1990, 10 millions à l'Hacienda Nápoles en 2009, et d'innombrables sommes moindres. Officiellement, l'État récupéra environ 75 millions, mais les enquêteurs estiment qu'au moins 10 fois plus d'or encore sous terre, pourrissant ou attendant d'être exhumé. Certaines découvertes déclenchèrent des débats sur la propriété. Parfois, les billets n'étaient plus que lambeaux inutilisables. D'autres fois, des paquets impeccables étaient extraits de barils rouillés, intacts après des décennies. Un fermier de l'Antioquia déterra des fûts de dollars si bien conservés qu'ils semblaient fraîchement enfouis, provoquant des querelles sur le fait qu'ils devaient être récompensés ou dépossédés entièrement. Le monde se souvient de Pablo Escobar pour les milliards qu'il contrôlait. Mais après sa mort, des trésors déterrés dans murs, champs et fondations révélèrent des secrets bien plus choquants que les chiffres. Les secrets les plus sombres. Au sommet même de son pouvoir, Escobar avait déjà bâti un empire invisible sous terre. Ces coffres n'étaient pas de simples caches, ils servaient à protéger argent, armes, secrets et, en cas de crise, sa propre vie. Vu de l'extérieur, l'Hacienda Nápoles semblait un terrain de jeu extravagant, rempli d'animaux exotiques, de piscines et de vastes cours. Mais sous ce luxe se cachaient des chambres renforcées, dotées de portes d'acier et de murs de béton. Ces salles souterraines révélaient la vérité. Le domaine était autant une forteresse qu'un symbole de richesse. Les raids menés au début des années 1990 stupéfièrent les enquêteurs. Dans les coffres, ils découvrirent des caisses de fusils AK-47, des grenades et des milliers de munitions. Par endroits, des lance-roquettes et des gilets pare-balles reposaient à côté de piles de dollars. Chaque coffre était en réalité un arsenal, conçu pour préserver la fortune d'Escobar tout en garantissant qu'il serait armé pour un siège permanent. Mais l'argent et les armes n'étaient qu'une partie du secret. Dans des conteneurs étanches, les enquêteurs mirent la main sur des registres plus dangereux que des fusils. Ils détaillaient horaires d'expédition, transactions codées et longues listes de pots de vin à des politiciens, policiers et juges. Écrits d'une main précise, ces carnets retraçaient l'étendue du cartel de Medellín. De la Colombie à Miami, jusqu'en Europe. Pour les procureurs, c'était un trésor inestimable, un rare plan de fonctionnement de l'empire d'Escobar. Plus inquiétant encore, les coffres n'étaient pas les seuls ouvrages d'Escobar. D'anciens complices et habitants parlaient de pièces insonorisées, sans fenêtres, équipées de crochets et de systèmes de drainage, évoquant des salles de torture ou d'interrogatoire. Bien que jamais formellement documentés, ces témoignages correspondaient à la réputation d'Escobar pour l'intimidation brutale. En 1991, sous pression croissante du gouvernement colombien et des États-Unis, Escobar négocia un accord de reddition. Il purgerait jusqu'à 5 ans de prison, mais ne serait pas extradé. Au lieu d'intégrer une prison d'État, il fit construire son propre pénitencier, haut sur une colline dominant Medellín, la cathédrale. Pour y purger sa peine, Escobar choisit ses propres gardes, loyaux uniquement envers lui, et équipa le complexe de luxe. On y trouvait un terrain de football, un bar, un jacuzzi, une cascade et même une maison de poupées géante. Un télescope installé sur le balcon lui permettait d'observer Medellín et d'apercevoir sa maison familiale, tout en leur parlant au téléphone. Il gagna vite des surnoms comme Hôtel Escobar ou Club Medellín. Derrière la façade pourtant, la conception servait un but plus profond, la survie. Des voies d'évasion étaient intégrées à la structure, avec des rumeurs de trappes, tunnels et passages ventilés. Son emplacement au sommet d'une montagne, souvent noyé dans le brouillard du soir et protégé par des falaises, rendait un assaut militaire presque impossible. Escobar avait même stocké une armurerie à l'intérieur, s'assurant de pouvoir se défendre en cas de besoin. Pendant un temps, l'arrangement a tenu bon. Escobar continuait de diriger ses affaires depuis l'intérieur et le gouvernement fermait les yeux. Mais en 1992, des rapports affirmèrent qu'il avait ordonné la torture et l'exécution de 4 de ses hommes à la cathédrale. Le scandale force les autorités à réagir, exigeant son transfert dans une prison classique. Escobar refusa. En juillet, des troupes encerclèrent la cathédrale, mais lorsqu'elles pénétrèrent, il avait disparu. Il s'était échappé par un mur bâti en béton volontairement fragile, l'ayant percé pour s'évanouir dans la brume.
Sa prévoyance dans la création de voies d'évasion confirma à quel point les passages secrets et les systèmes souterrains étaient essentiels à sa survie. Après sa fuite, la cathédrale fut abandonnée et sa légende scellée. En 2007, des moines bénédictins transformèrent le site en monastère, ajoutant une chapelle, une bibliothèque et un mémorial pour les victimes. Des pèlerins visitent encore ces lieux, foulant le sol où Escobar avait vécu à la fois prisonnier et roi. Même après sa mort, les récits de tunnels persistaient. Un informateur du FBI affirma qu'Escobar avait construit des catacombes équipées de systèmes d'air, lui permettant de se cacher sous terre plusieurs jours. Des raids dans Medellín révélèrent des puits inachevés et des passages fraîchement creusés, renforçant ses dires. Ces découvertes montraient que son obsession ne se limitait pas à cacher de l'argent. Il imaginait des échappatoires destinés à le maintenir toujours un pas en avance. Mais cette mentalité même finit par le piéger. Le début de la fin. L'implication américaine dans la traque d'Escobar débuta en 1989, quand le président George H.W. Bush autorisa une mission secrète baptisée Operation Heavy Shadow. Son objectif, aider la Colombie à démanteler le cartel de Medellín. Cet été-là, les États-Unis déployèrent Centra Spike, une unité d'élite spécialisée dans la traque de fugitifs via des signaux radio et téléphoniques interceptés. Leur surveillance força Escobar à se cacher et permit de localiser son puissant allié, José Rodríguez Gacha, tué peu après. Pourtant, malgré des années d'écoute, Escobar échappait toujours, protégé par des fidèles infiltrés dans la police et l'armée colombienne. À la mi-1991, Escobar arracha un accord controversé avec le gouvernement. Il serait autorisé à se retirer à la cathédrale. Mais lorsque l'arrangement s'effondra, les 20 et 22 juillet 1992, Escobar devint immédiatement une proie. Dans le Maryland, l'ambassadeur américain Maurice D. Busby fut tiré du sommeil par deux appels. Le premier apportait une nouvelle attendue depuis longtemps. Le président César Gaviria avait enfin ordonné le transfert d'Escobar hors de la cathédrale, une décision que Busby réclamait depuis plus d'un an. Le second était catastrophique. Escobar avait déjà franchi les murs et disparu dans Medellín avec 9 de ses hommes. Au palais présidentiel de Bogota, Gaviria fulminait en apprenant l'échec. Aucun assaut n'avait eu lieu, contrairement à son ordre. À la place, le vice-ministre de la Justice et le chef des prisons étaient entrés sans autorisation, avant d'être pris en otage. La crédibilité de la nation s'effondra en une nuit, malgré des années de pressions américaines, des centaines de morts et des millions en financement clandestin. Pendant des mois, Gaviria avait résisté à une implication plus directe des États-Unis. Mais l'humiliation changea sa position. Il se tourna vers Busby et exigea un soutien total, jurant qu'Escobar ne reverrait jamais ni tribunal, ni cellule. Pour Busby, ancien officier de la Navy et vétéran du contre-terrorisme, c'était l'ouverture qui l'attendait. Il savait que le temps jouait un rôle crucial. S'il obtenait du répit, Escobar rebâtirait son empire de Medellín. Il devait être traqué immédiatement, tant qu'il restait vulnérable. Busby appela le major Steve Jacoby, l'homme qui opérait discrètement à Bogota depuis 1989 avec Centra Spike. Jacoby et son équipe écoutaient les appels d'Escobar depuis des années, mémorisant son ton calme et mesuré, son espagnol poli, mêlé d'anglais, alors qu'il ordonnait des enlèvements, réorganisait ses réseaux et parlait tendrement à sa femme dans le même souffle. Jacoby était convaincu de pouvoir localiser Escobar en quelques jours. Le vrai défi était de savoir si les Colombiens pourraient frapper assez vite. Leur raid était lent, corrompu et souvent signalé à Escobar. Busby conclut qu'une seule unité pouvait combler l'écart, Delta Force, l'équipe antiterroriste la plus secrète des États-Unis. Dans la salle blindée de l'ambassade, Busby, Jacoby, le chef de la DEA Joe Toft et le chef de station de la CIA Bill Wagner débattirent des options. La loi colombienne interdisait les troupes étrangères, mais Busby affirma que Delta pouvait opérer discrètement, sous couvert d'entraîneurs et de conseillers. Tous s'accordaient sur un point: Escobar ne serait jamais capturé vivant. Prisons et procès avaient déjà échoué. Cette fois, la traque devait s'achever par sa mort. Washington réagit vite. Le président Bush, très engagé dans la guerre contre la cocaïne, soutint personnellement le plan. Après avoir consulté le général Colin Powell, il chargea le secrétaire à la Défense, Dick Cheney, de donner à Busby tout ce dont il avait besoin.
Le 26 juillet, une équipe de Delta Force dirigée par le colonel Jerry Boykin arriva à Bogota sous couverture civile. 2 jours après son évasion, Escobar reparut dans une déclaration aux médias colombiens, datée « Zone de jungle colombienne, jeudi 24 juillet 1992 ». Il s'y décrivait comme un homme trahi, forcé à la fuite. Il accusait le gouvernement de l'avoir trahi, prétendait n'avoir eu d'autre choix que de s'échapper, et proposait même un nouvel accord, retourner en prison si l'ONU garantissait sa sécurité. Dans le même temps, ses appels téléphoniques à ses avocats étaient interceptés par CentraSpike. Escobar accusait les États-Unis d'ingérence en Colombie et demandait à ses avocats de faire pression sur le président Gaviria. Une manœuvre calculée pour attiser le ressentiment contre Bogota et Washington. Mais Gaviria resta ferme. La cathédrale était terminée et Escobar redevenait un fugitif. CentraSpike localisa sa cache dans un quartier huppé de Medellín, à quelques kilomètres seulement de la cathédrale. Pour la première fois, les Américains disposaient à la fois des moyens et de l'autorité politique pour agir. À la fin juillet 1992, alors qu'Escobar se réorganisait déjà, l'homme choisi pour mener la chasse fut le colonel Hugo Martinez. Endurci par des années d'échecs et de menaces personnelles, Martinez avait survécu à des attentats, des bombes sous sa maison et même un pot de vin de 6 millions de dollars offert par un proche d'Escobar. Son refus de céder le définissait. De retour de Madrid, Martinez reforma le bloc de Busqueda en une force de 600 hommes, policiers et soldats, forgés en une unité disciplinée avec une mission unique: détruire Escobar. Contrairement à son prédécesseur arrogant, Pinzón, Martinez exigeait des résultats. Ses méthodes étaient dures, parfois brutales, mais efficaces. Les Américains fournissaient le renseignement et la technologie. Martinez imposait la discipline et la peur. Pour la première fois, Escobar affrontait un adversaire qu'il ne pouvait ni corrompre, ni intimider, ni amadouer. Comme prévu, Escobar réagit par la violence, s'en prenant aux civils. Malgré des milliards dépensés et des moyens de traque sophistiqués, il restait insaisissable. CentraSpike localisait ses appels avec précision. Delta et le bloc perquisitionnaient ses refuges à une vitesse croissante. Mais Escobar s'adaptait, échappait et répliquait par des bombes et des assassinats. Quand le bloc élimina Brances Tyson Muñoz, l'un de ses sicaires les plus redoutés, Escobar répliqua aussitôt. 3 policiers furent tués le même jour. Les funérailles devinrent routinières, avec des veuves éplorées et des officiers enterrés chaque semaine. Victime des tueurs d'Escobar autour de Medellín. Son soutien s'effondra. Le tournant survint avec le massacre de la librairie. L'indignation força le gouvernement à déclarer Escobar ennemi public numéro 1 et plaça une prime de 5 milliards de pesos, environ 6,5 millions de dollars, pour sa capture. C'était la plus grande récompense jamais offerte en Colombie. Bientôt, une nouvelle force émergea, Los Pepes, abréviation de People Persecuted by Pablo Escobar. Ils bombardèrent les propriétés d'Escobar, menacèrent sa famille et laissèrent ses associés morts avec des pancartes épinglées sur leur corps. Contrairement à l'État, Los Pepes n'offraient ni procès, ni accord, ni pitié. Leur campagne envoyait un message clair. Quiconque lié à Escobar paierait de son sang. Pour Martinez, qui le traquait depuis près de 4 ans, et pour les Américains qui le poursuivaient depuis 6 mois, Los Pepes devinrent un allié tacite. Leurs voitures piégées, assassinats et menaces démantelèrent peu à peu le réseau d'Escobar. Publiquement, les Américains condamnaient la violence. En privé, ils admettaient son efficacité. Pendant des années, Escobar s'était protégé derrière avocats, négociations et influences politiques. Désormais, son arme la plus redoutable, la terreur, se retournait contre lui. L'ironie suprême. Au début de 1993, la chasse à l'homme prit un tour sanglant. Au quartier général du bloqué de Busqueda à Medellín, le colonel Hugo Martinez gardait un tiroir rempli de photos de cadavres. Montrant la pile à un opérateur de Delta Force, il dit simplement « Tant que je commande ici, ils ne vivront pas ». Son unité revendiquait plus d'une douzaine de morts, souvent enregistrés comme victimes d'échanges de tirs. Pourtant, les photos révélaient autre chose. Des balles dans la tête, des signes d'exécution plus que de combat. Malgré les raids, Escobar échappait encore aux derniers instants. Les opérateurs de Delta l'appelaient avec amertume les 100 derniers mètres. Pourtant, Martinez gagnait du respect.
Les prisonniers qui résistaient à l'interrogatoire survivaient rarement. Ceux qui coopéraient finissaient incarcérés. Son refus de plier, combiné à la technologie américaine, fit du bloc des Busqueda une arme implacable. Américains et Colombiens savaient qu'ils affrontaient aussi leur propre gouvernement. Le procureur général Gustavo de Greiff plaidait toujours pour une reddition négociée, perspective qui, aux yeux des Américains, risquait de répéter le fiasco de la cathédrale. Un mémo de la DEA en septembre 1993 avertit qu'Escobar pourrait conclure un nouvel accord de façade. Certains de ces hommes se rendirent. Le 8 octobre, son frère Roberto Escobar et le redouté sicario John Popeye Velasquez se livrèrent et furent envoyés à la prison d'Itagüí, à Medellín. Escobar, lui, ne montrait aucun signe de capitulation. Ses avocats poursuivaient les tractations. À la fureur de ceux qui risquaient leur vie pour l'abattre, la frustration monta. Le colonel Gustavo Bermúdez alla jusqu'à déclarer à la télévision colombienne qu'il préférait voir Escobar mort que capturé. La remarque déclencha l'indignation et une menace de mort directe du fils adolescent d'Escobar. Bermúdez rétracta ses propos, mais il avait dit tout haut ce que beaucoup pensaient. Entre-temps, les ennemis d'Escobar se multipliaient. Ses exécutions de vieux partenaires, Fernando Galeano et William Moncada, en 1992, déclenchèrent une vendetta mortelle. Les veuves, Mireya Galeano et Dolly Moncada, disposaient à la fois de ressources et d'une connaissance intime de son réseau. Avec Diego Murillo, dit Don Berna, elles devinrent le noyau de Los Pepes. Le groupe recrutait des sicarios avec des primes de 20 millions de pesos chacun. En octobre 1992, les familles Moncada et Galeano coopéraient déjà avec les enquêteurs, fournissant des renseignements qui guidaient raids et assassinats. Escobar voyait le danger, surtout avec Dolly Moncada. Après avoir fait tuer son mari, elle saccagea sa maison et enleva quiconque pouvait connaître sa cachette. Il offrit même 3 millions de dollars pour sa capture. Mais elle était déjà hors de sa portée. En août 1992, des agents américains l'avaient exfiltrée à Washington, où elle devint informatrice de la DEA, sous le code AZI-92-053. Sa colère contre Escobar alimentait sa coopération. Elle livra des renseignements détaillés sur ses finances, ses propriétés et son cercle rapproché, citant même des avocats qu'elle qualifiait de pires qu'Escobar. Elle incita les autorités à le dépouiller de ses biens et à cibler sa famille et ses alliés, convaincus que cela l'affaiblirait. Sa vendetta s'accentua lorsque son jeune frère, étudiant au MIT sans lien avec le cartel, fut enlevé et assassiné. Dès lors, Dolly réclama ouvertement la vengeance, donnant le ton impitoyable de la campagne contre Escobar. D'autres anciens alliés se retournèrent aussi. Carlos Leder, autrefois partenaire flamboyant d'Escobar, croupissait dans une prison américaine en quête de clémence. Dans une lettre détaillée au procureur, il décrivit les déplacements d'Escobar entre maisons sécurisées près de Medellín, sa dépendance au réseau cellulaire, ses gardes, ses routes d'évasion et même sa faiblesse physique. Obèse, en mauvaise forme, incapable de courir plus de quelques minutes. Fidel Castaño, chef paramilitaire et ancien associé, rompit lui aussi les rangs après le meurtre de ses amis par Escobar. Il commença à livrer des informations aux forces colombiennes et américaines. Lors d'un raid, l'agent de la DEA Javier Peña nota « Castaño a même rejoint des hommes du bloqué de Busqueda pour sauver un officier en train de se noyer. » Sa trahison ajouta une pression supplémentaire. À la fin de 1993, les murs se refermaient. CentraSpike, l'unité clandestine américaine de renseignement électromagnétique, avait perfectionné l'art de traquer les appels d'Escobar. Malgré le risque, il ne pouvait résister à contacter sa famille, dispersée à l'étranger et constamment harcelée. Le 2 décembre, au lendemain de son 44e anniversaire, Escobar parla longuement à son fils Juan Pablo. C'était l'erreur que CentraSpike attendait. En quelques heures, les hommes du colonel Martinez convergèrent sur le quartier Los Olivos de Medellín. Dans une modeste maison mitoyenne, Escobar et son fidèle chauffeur Alvaro de Jesus Agudelo, dit El Limón, se croyaient en sécurité, persuadés que personne ne chercherait si près de chez eux. Mais un policier remarqua à l'étage un homme barbu aux cheveux longs. Il paraissait plus âgé et plus lourd que sur les photos d'Escobar, mais les chasseurs savaient. L'assaut fut fulgurant. El Limón s'élança le premier par une fenêtre vers un toit voisin et fut fauché par une rafale. Escobar suivit, armé de 2 pistolets, dont le SIG Zauer qu'il avait exhibé à la cathédrale. Il tenta de ramper sur les toits, ripostant, mais 3 balles l'atteignirent.
une dans la jambe, une dans le dos et une à l'oreille. Quelques minutes plus tard, le trafiquant le plus célèbre du monde gisait mort à côté de son garde du corps. La question du coup fatal déclencha aussitôt une polémique. L'officier du bloc, Hugo Aguilar, en revendiqua le mérite. Don Berna soutint que c'était son frère. Des théories affirmaient que des agents américains avaient tiré. Aucun témoin décisif n'apparut. Les voisins s'étaient terrés et les premières photos, prises par l'agent de la DEA Steve Murphy, montrèrent Escobar déjà sans vie. La scène sombra vite dans le chaos. Policiers, journalistes et badauds envahirent la maison, effaçant toute preuve. L'autopsie officielle conclut à une balle dans la tête comme cause de la mort, mais souleva de nouvelles questions. Lors de l'exhumation de 2006 pour un test de paternité, aucun élément nouveau n'émergea. En 2020, des analyses médico-légales recréèrent les blessures avec du gel balistique, appuyant une théorie avancée depuis longtemps par le journaliste Mark Bowden. Le tir à la tête provenait d'un pistolet 9 mm, probablement à courte portée, et non d'un fusil. La plaie ne montrait pas de traces nettes de poudre, suggérant que le canon avait pu être pressé contre sa tête, ou que les résidus n'avaient pas marqué. Pour certains enquêteurs, cela évoquait un suicide, Escobar ayant juré de ne jamais être capturé vivant. Pour d'autres, il s'agissait d'un coup de grâce porté par ses poursuivants. Le rapport du médecin légiste, étrangement accompagné d'un communiqué de presse, s'efforçait de nier la thèse du suicide, nourrissant le doute au lieu de l'apaiser. Malgré les zones d'ombre, un fait demeurait. Le règne d'Escobar prit fin ce jour-là. Son corps, descendu du toit, fut photographié avec une sombre satisfaction par le bloc de Busqueda. Pour beaucoup de Colombiens, c'était la liberté après des années de terreur. Pour d'autres, seulement le remplacement d'une violence par une autre, alors que Los Pepes poursuivaient leur campagne avec la tolérance tacite de l'État. Pour le monde, l'image du cadavre d'Escobar à Medellín montrait un homme traqué, trahi et acculé dans la ville même qu'il avait un temps adulé. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.